Je sais pas dans quelle langue faut que je me répète. Non mais dites-moi la langue que je dois utiliser peut-être. Mon gouvernement français, je vous ai dit, la priorité demande d'asile, Libye, Maroc. Ça, c'est la priorité des priorités. Toutes ces demandes-là sont étudiées en priorité. C'est celles qui doivent donner des réponses immédiates. C'est dans une situation d'urgence catastrophe. Après, vous avez les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit d'asile, qui ne sont pas les Libyens, qui ne sont pas les Marocains. Vous avez tous ces demandeurs d'asile-là qui sont des pays qui sont en guerre et qui sont déclarés demandeurs d'asile, mais ce n'est pas des pays qui ont des problèmes économiques. C'est des pays qui sont bombardés. Exactement comme au final l'Ukraine. Si tu subis pas ce que subit l'Ukraine, alors tu subis pas une guerre. Tu subis une division dans ton pays entre deux clans, oui, une crise économique qui est liée aussi à ça, mais tu ne subis pas ce que soit la Libye et le Maroc viennent de subir, soit ce que aussi les Ukrainiens subissent depuis combien d'années maintenant. Voilà, ça commence à faire au fur et à mesure. Je leur ai dit de faire la paix, qu'ils gagneront pas, ni l'un ni l'autre. Ils veulent pas faire la paix. Eh ben, qu'ils continuent de faire la guerre. C'est plus mon problème. C'est bon, là, j'ai lâché. Quand il y aura assez de morts des deux côtés, quand ils auront plus d'argent pour faire la guerre et quand l'Europe ne pourra plus aider, eh ben, ils arrêteront. À ton avis, pourquoi toutes les guerres se sont arrêtées? Soit parce qu'il y avait plus personne pour combattre, soit sinon il y avait plus d'argent pour le faire. Voilà, au bout d'un moment, ça s'arrêtera. D'un côté et de l'autre. T'as plus d'argent. Tu peux plus faire la guerre, t'as plus d'argent. Et si t'as plus de soldats, ben tu peux plus faire de la guerre non plus. Non, mais ça va s'arrêter. De toute façon, ils auront tout perdu des deux côtés. Voilà, à un moment donné. Moi, ça me fait rire parce que c'est tellement facile de sortir de cette crise-là, un pacte de paix, refaire des accords de Minsk et les respecter d'un côté et de l'autre, sans tenir compte, donc voilà, des États-Unis ou sans tenir compte de l'Europe. Ukraine, Russie, un pacte, accord de Minsk, donc voilà, et vous vous y tenez. La Crimée reste à Poutine parce que la Crimée ne veut pas devenir ukrainienne et tout le reste reste à l'Ukraine. Il y a une frontière, interdiction, donc voilà, de l'OTAN à un certain endroit de l'Ukraine entre l'Ukraine et la Russie. Zone démilitarisée. Problème est réglé. Tout le monde y gagne, ils y trouvent tous leur compte, donc voilà, et il n'y a plus de problème, chacun peut vivre en paix chez lui. C'est simple, hein? Oui, quand c'est moi. Mon Dieu. J'en peux plus. Non, mais là, ça veut dire les demandeurs d'asile, Libye, Maroc. Priorité, urgence. Il faut là, la priorité, réunifier les familles françaises libyennes et les familles libyennes qui ont tout perdu chez eux. Ça, c'est l'immigration que nous devons prendre en urgence. On doit prendre aussi les réfugiés, justement, de la Libye et du Maroc, qui ont tout perdu, qui n'ont pas forcément de famille, mais qui n'ont plus rien là-bas. Après, on s'occupe au final des autres demandeurs d'asile, du pays le plus à avoir besoin d'aide, en dernier à celui qui en a le moins besoin. Ben oui, la Libye et le Maroc sont ceux qui ont le besoin de le plus d'être aidés. L'Ukraine aussi. L'Afghanistan, en réalité, ceux qui restent là-bas, c'est ceux qui veulent y rester. Hein. Ceux qui ne veulent plus y rester, ils sont déjà partis depuis longtemps. Hein. Et si le peuple afghan ne se réveille pas et dégage son gouvernement, personne ne pourra les aider. Hein. C'est pas le droit d'asile qu'on doit leur donner. Hein. À un moment donné, bats-toi pour libérer ton propre pays. Si le gouvernement qui te dirige mal, prenez les armes, battez-vous, dégagez vous-même le gouvernement. Personne ne le fera pour vous. Non mais, ils préfèrent demander de l'asile, demander des titres de séjour ou des visas, plutôt que de prendre les armes et de chasser le gouvernement qui les empêche de vivre. À un moment donné, c'est le peuple afghan
qui doit aller en Afghanistan et sortir les talibans de ce pouvoir et se choisir un président ou même un roi s'ils veulent. Eh ben oui, je sais mon Dieu, mais ça personne ne le fera pour eux. Et ils fuient plutôt que de se battre. La migration, c'est ça quand il y a des crises dans le pays, des crises politiques et des crises financières, c'est que le pays n'a pas su se gérer. On n'a pas à devoir pallier ça en vrai. C'est pas ça le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est ce que la Libye vient de subir, c'est ce que le Maroc vient de subir, c'est ce que l'Ukraine subit. L'Afghanistan, ils sont tous déjà partis, ils ont tous demandé l'asile. T'en vois pas là, hein, honnêtement à Lampedusa, il n'y a pas d'Afghans. Hein. Il y a des pays qui sont en crise sociaux, diplomatiques et financière. Mais c'est à eux de remettre de l'ordre chez eux. C'est pas à nous de payer pour eux parce qu'ils sont incapables de remettre de l'ordre dans leur pays. Voilà. S'ils veulent, on peut leur apporter de l'aide chez eux, venir les aider chez eux, leur permettre le développement chez eux. On l'a fait dans beaucoup de pays, mais on ne pourra pas les accueillir tous chez nous. Le message est pourtant très clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité. C'est qu'on aide certains pays d'une façon différente que d'autres, selon la nécessité de chacun des pays. Si tu es en crise diplomatique, on va pas se battre on va pas venir avec nos armées pour sortir ton gouvernement. Tu vas le sortir toi-même. Par contre, si tu as besoin d'aide pour le développement de ton pays, on peut t'aider. L'Europe peut aider au développement. Par contre, c'est à elle de gérer le budget qui est alloué. C'est pas de donner de l'argent dans les mains des responsables politiques de ce pays. Non, non. C'est de le distribuer correctement aux acteurs de cette société pour qu'ils puissent le faire. Les ONG, donnent l'argent aux ONG, elles vont vraiment l'utiliser pour justement les cas qu'on leur demande de l'utiliser. Les politiciens vont se le mettre dans la poche. C'est pour ça que le roi du Maroc, il voulait pas prendre tout cet argent. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux passer par des ONG. Lui, il voulait pas que ça transite par lui. Lui, il s'occupe de l'argent du pays. Voilà, de ses richesses, de ses ressources, de ce qui appartient à ses terres. Là, tout cet afflux d'argent, il faut savoir correctement le dépenser et le répartir. Les ONG ont la possibilité d'aider à reconstruire, la possibilité à créer des puits, la possibilité donc voilà de créer des routes. Et cet argent, il va être utilisé pour aider l'Afrique. Il y a une partie aux ONG, une partie au roi du Maroc. Le roi du Maroc, c'est pour la reconstruction, le bâti. Et les ONG, c'est pour toute l'aide humaine et l'aide l'aide aussi à la reconstruction. C'est réparti, c'est proportionnel. C'est pour ça qu'ils arrivent à gérer tranquille le Maroc. Ils ont la bonne technique, il y a la bonne générosité. Et c'est ça, c'est qu'on a très peu de demandes d'immigration marocaine. C'est ceux qui veulent venir rejoindre leur famille parce qu'ils n'ont plus rien là-bas, en attendant que lui ils puissent revenir et avoir un toit. C'est pris en charge par... Les donations au Maroc vont servir à la reconstruction. Ça va pas sortir des caisses du pays, ça va sortir des caisses des donations. Avec toutes les donations qu'on a fait dans le monde, honnêtement, ils peuvent reconstruire toutes les villes détruites, dans des normes sismiques. C'est ça que le roi du Maroc va gérer. Les associations, ça va plutôt être les écoles, ça va peut-être, c'est plus venir apporter ce qu'il n'y a plus. École, hôpital, pensionnaire. La reconstruction de supermarchés, tout. Dans des villages, il n'y a plus rien. Plus. Alors, c'était des villages, certes, sans énormément de choses dedans. Mais il n'y a plus rien. T'as pas une école, t'as pas un supermarché, t'as rien, t'as plus rien, tout est détruit. Eh ben, les ONG vont reconstruire ce qui est école, ce qui est supermarché, donc voilà, permettre aussi à des enseignes européennes ou internationales
donc voilà, de venir s'implanter aussi dans ces régions pour pouvoir les développer. Ce qui permet de remplir aussi les caisses, donc voilà, du pays, pour pouvoir justement faire les travaux aussi pour d'autres maisons qui en auront besoin aussi parce qu'elles sont pas aux normes. Il va falloir qu'ils remettent tout aux normes, toutes les nouvelles constructions. Je sais pas de combien de temps la faille elle va mettre pour s'effondrer. Donc je sais pas combien il y aura de séismes donc voilà, dans ces régions. On ne peut pas comptabiliser. Ça, c'est selon comment c'est de la faille. Oui, je sais que toi, tu le sais, tu me préviens toujours un petit peu à l'avance. Mais sans trop me prévenir à l'avance. Et je sais, hein, on doit se débrouiller aussi sur le moment présent. Faut apprendre la leçon, je sais. Eh oui. Et moi, chaque fois, je dois essayer de localiser. Eh, c'est difficile avec cette faille. Mais en plus, là, on a une tornade en France. Les intempéries et tout. Tout le monde me dit, mais c'est la faille, c'est la faille. Oui, nous, c'est la faille africaine. Dans d'autres régions de l'Europe, c'est soit la faille chinoise, soit la faille américaine. L'Europe est partagée en trois, chacune rattachée à une faille. Le nord de l'Europe, c'est plutôt au final, donc voilà, la partie, on va dire qu'il y a le côté pays du Nord qui va être plutôt la faille américaine. Nous, la faille africaine, c'est plutôt le Moyen-Orient, l'Orient, nous, la Méditerranée. Après, tu as plutôt le côté chinois qui est tout le reste. Donc, tout ce qui est au centre du triangle est rattaché à sa pointe, à sa faille. Nous, c'est l'africaine. Et ils se disent, mais comment une faille africaine peut créer autant de dégâts chez nous en Europe? Mais l'Afrique et la Méditerranée, eh ben oui, l'Afrique est aussi en partie sur la Méditerranée par le Maghreb. On est collé par une mer. Est-ce que c'est une mer qui arrête quand il y a une faille terrestre? Ah là, eh oui, on en subit les répercussions. Et plus ça va s'aggraver, plus on va charger. Mais ils sont paniqués, ils sont en panique complet. Mais je leur ai dit, ils sont pas pris en vrai. Attendez-vous à pire. C'est rien ça. Ça, c'est rien. Il me dit, c'est rien ça, t'es sûr? Ça, c'est rien. Attendez-vous à 10 fois ça dans quelques années. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que j'ai le droit de mentir, moi. Bien sûr que c'est vrai. Ça, c'est rien. Dis-toi bien que la tornade que tu viens d'avoir, dans quelques années, on a les tornades en Amérique. Les inondations en Amérique ont subi les mêmes. On est en train de prendre le côté sécheresse de l'Afrique avec tout le côté tornade. Ah, on est entre deux. On est dans une merde en vrai, nous, les Européens de la Méditerranée. C'est pour ça que je comprends pas. Espagne, France, Italie et tout le côté de tous les pays de la Méditerranée, on devrait être soudés. On va tous subir un désastre. Je leur ai dit, ils sont pas prêts. Oui, ils sont effrayés par ça. À peine ça, ils sont paniqués. Alors imagine, oui, voilà. Ah, mais plus la faille va se détacher, plus ça va augmenter. Et ça, ils n'arrivent pas à capter. Et si la faille se détache par elle-même, petit à petit, quand elle va arriver à sa séparation, ça va être un carnage. C'est pour ça que si nous, on l'a fait péter d'une traite, on réduit tous les risques. Oui, mais ça, c'est le plan, oui. On n'y est pas encore. En attendant, il faut prévenir plutôt que guérir. Ah, mais va falloir penser différemment maintenant. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. J'ai pas le pouvoir de faire détacher cette plaque terrestre. Par contre, les scientifiques et toute l'équipe que j'ai mis sur le dossier, oui. Mais ça va prendre un peu de temps en attendant qu'on mette ce plan à exécution.
et qu'on exécute cette plaque terrestre en la séparant, ce qui va justement réduire tout l'effet climatique qui est lié. Mais en attendant, ben, il va falloir arriver à tenir, hein, et à pas paniquer et à rester très lucide dans sa tête quand il y a des trucs comme ça. Oui, je sais, grâce à mon alchimie, ça évite le pire chaque fois. Oui, ça évite un maximum de morts. Je sais, mon alchimie évite chaque fois un maximum de morts. En France, il n'y a quasiment pas de morts et en Afrique, ben, j'ai limité un peu plus la casse parce que ça allait être pire. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec le dérèglement, je mets beaucoup plus de temps à pouvoir avoir une action sur tout ça. Plus ça s'accélère et plus je prends du temps pour arriver à contrôler. Oui, j'y arrive toujours à un moment donné, oui. Mais ça prend beaucoup plus de temps à chaque fois. Mais avec des codes déréglés pour arriver à trouver un code qui règle un peu tout ça. Donc voilà, déjà c'est compliqué. Après, ça dure pas sur une période de temps très, très large, hein. À 50 ans très court, hein. Ça m'arrive des fois, en 3 heures, je dois retrouver un nouveau code. En 3 heures, le code, il a changé. Puis par la suite, 2 heures plus tard, il marche plus, je dois en utiliser un autre. Puis, le code que j'ai trouvé peut marcher pendant 2-3 jours. Puis après, ça bug. Et voilà. Et c'est ça, le dérèglement climatique, hein. Moi, je le vois bien dans les éléments, comment ils réagissent, hein. Quand tu es obligé de changer, de retrouver un nouveau code parce que le code a changé. Ah mais j'ai donné des ordres clairs, mon Dieu, je me répète plus, je leur ai dit, hein. C'est clair, tu convoques le parent de l'enfant qui se dit être harcelé. Avec l'enfant, tu convoques l'enfant et ses parents. Tu es au courant de la situation, l'enfant t'explique ce qu'il vit, les parents te disent ce qu'ils voient à la maison, comment il est en rentrant de l'école, en partant de l'école. Donc voilà, là tu peux identifier, donc voilà, j'ai donné les clés qui permettent d'identifier l'enfant harcelé. Et le temps que ça monte, laisse-leur le temps que ça monte. Après, je leur ai dit, tu convoques l'enfant qui est soi-disant harceleur. Tu l'interroges. Tu convoques après ses parents. Tu les interroges. Puis par la suite, tu réunis les parents de l'enfant harcelé avec l'enfant harcelé et les parents de l'enfant harceleur. Confrontation. Faire comprendre à ses parents ce que les parents en face et l'enfant vivent. Puis par la suite, tu demandes aux parents et à l'enfant harcelé de partir. Ça reste maintenant qu'avec les parents de l'enfant harceleur et l'enfant harceleur, ou les parents et les enfants. Là, tu avertis, tu mets en garde, tu dis que l'enfant n'a plus à s'approcher de sa victime, qui doit se tenir à moins de tant de mètres. Si tu le croises dans les couloirs, tu attends qu'il passe, tu restes à distance, tu n'as pas le droit d'approcher. Pas d'harcèlement scolaire sur Internet et à la sortie de l'école, aucun harcèlement. Tu mets les conditions. Normalement, il devrait avoir devant les écoles des caméras de surveillance. Il devrait en avoir dans les couloirs et dans la cour. Ben oui. T'en mets pas dans les toilettes pour filles, t'en mets pas dans les vestiaires du gymnase. T'en mets dans les couloirs, t'en mets dans la cour et t'en mets devant l'école. Ça te permet de pouvoir identifier tout comportement inapproprié. Et tu mets justement un agent de sécurité qui, lui, va contrôler que tout se passe bien dans les couloirs, qui va contrôler que dans la cour, tout se passe bien, qui va contrôler que devant l'école, à l'entrée et à la sortie, il n'y ait pas d'harcèlement. Il a un poste
qui lui permet de surveiller tout ce qui se passe dans l'établissement et de pouvoir agir immédiatement. Il n'y a que dans les classes et que dans les endroits où tu te changes et là où tu manges, donc voilà, où on n'en met pas. On va pas filmer des enfants en train de manger, quoique le harcèlement continue. Et il faudrait en mettre une même là où tu manges. Qui permettent de surveiller et de voir tout comportement inadapté d'un élève envers un autre. Je leur ai dit, il va falloir mettre les enfants sur surveillance. Tu peux pas prouver un harcèlement dans les couloirs si t'es pas capable de mettre des vidéos de surveillance qui prouvent en images. Mais il doit y avoir des agents de sécurité dans les écoles. Déjà pour éviter que des parents viennent vouloir assassiner des professeurs, pour éviter que des enfants se fassent la guerre. Voilà, ils savent qu'ils sont surveillés, ils font plus attention. Donc tu mets en garde l'enfant de ne pas approcher de l'enfant qui l'harcèle, de ne pas le harceler sur les réseaux sociaux, il y a des conditions. Tu mets en garde, t'avertis bien que si tu es obligé de le rappeler à l'ordre, c'est expulsion pendant 15 jours. 15 jours, tu vas pas à l'école. Et c'est marqué sur ton dossier scolaire. Au bout de 15 jours, tu reviens. Tu es convoqué immédiatement avant d'aller en cours. Le proviseur te rappelle. Aucun harcèlement tolérable, que ça soit envers un autre élève ou l'enfant que tu as déjà harcelé. Tu reviens, ça fait 15 jours, j'espère que tu as bien réfléchi. La prochaine fois, c'est expulsion immédiate. Et devant les parents, convocation avec des parents au bout de 15 jours. Et là, les parents peuvent partir, l'enfant peut aller en classe. Si ça recommence jusqu'à la fin de l'année scolaire, qu'à un moment donné, ça recommence, expulsion définitive. La procédure est simple. Alors oui, ça demande beaucoup de rendez-vous, ça demande beaucoup d'échanges avec les parents et avec les élèves. Mais au moins, ça permet de résoudre rapidement une situation. Tu fais l'enquête, tu reçois les parents. Tu opposes les parents aux parents avec l'enfant harcelé pour qu'il explique ce que lui vit devant les parents de l'harceleur. Voilà. Et que les parents de l'enfant harcelé puissent au moins faire comprendre aux parents de l'enfant harceleur ce que vit son enfant. Et si ils aimeraient au final, eux, que ça soit son enfant qui harcèle le leur. Après, il faut que les parents se prennent en main. Hein. Ça veut dire que oui, ton enfant est harcelé, mais face aux parents, c'est pas pour faire la guerre. C'est pour expliquer ce que ton enfant vit. Il n'y a pas de scène où il y a des violences ou quoi que ce soit. Sinon, le proviseur déposera plainte contre toi pour violence. À un moment donné, c'est pas se faire la guerre. C'est arriver à discuter, à échanger, à se mettre à la place de l'un et de l'autre. Si les parents de l'enfant harceleur ne comprennent pas le message, de toute façon, son enfant continue. C'est expulsion 15 jours. Il recommence jusqu'à la fin de l'année. Il recommence une fois, expulsion définitive. Problème réglé. Tu vas faire ça dans un autre établissement. On verra si un autre établissement va le supporter longtemps aussi. Voilà. Et si ton enfant est associable, eh ben t'as qu'à faire l'école à la maison. Comme ça, il harcèlera personne. Si peut-être son petit frère ou sa petite sœur, eh ben oui, faudrait un souffre-douleur. Sur les réseaux sociaux, ah, mais mon Dieu, mais il capte pas. J'essaye de faire comprendre en interne. Hébergeur. J'héberge quelqu'un à titre gratuit. Je suis hébergeur. J'ai une responsabilité envers la personne que j'héberge. Sa sécurité. Je ne suis pas responsable de ce qu'il va faire. Je suis responsable de sa sécurité. Un réseau social est responsable de la sécurité de ses utilisateurs. Même s'il est hébergeur, en tant qu'hébergeur, il a tout de même un devoir de responsabilité envers la sécurité des utilisateurs. Si un enfant mineur est en insécurité parce que soit il parle de suicide, soit parce qu'il est harcelé, des mesures doivent être prises contre les harceleurs et doit aussi un signalement auprès les réseaux sociaux doivent signaler à l'éducation nationale si des enfants mineurs en France veulent en arriver au suicide. Et c'est justement l'éducation nationale qui devra régler ce problème
en accompagnant. Il faut un lien entre les plateformes de réseaux sociaux et les gouvernements de chacun des pays. À un moment donné, tu es hébergeur, tu héberges des gens. Quand tu es propriétaire, le logement est à toi, tu le loues. Il y a un hébergement qui se fait, un locataire est hébergé, pas à titre gratuit puisqu'il est hébergé à titre de loyer. Mais le propriétaire a une responsabilité envers son locataire de sécurité. Le mot hébergeur ne veut pas dire dénué de toute responsabilité. La vie des personnes que tu héberges, c'est ta responsabilité. Tu as un devoir de sécurité envers ceux que tu héberges. C'est pas le tout de se Non mais, quand tu dis je vais me suicider, je pense que le suicide au final c'est une délivrance. Tu commences à partir dans ça. Le modérateur devrait s'en préoccuper parce qu'il y a des signalements en plus. On m'a dit, l'INSEE avait été signalé. Le harcèlement de l'INSEE avait été signalé par plusieurs utilisateurs de la plateforme. Ça veut dire que le compte des harceleurs aurait pu être fermé s'ils avaient pris compte de ces signalements. Il y a des adultes qui se sont rendus compte que cette gamine subissait un harcèlement, donc voilà sur ses réseaux sociaux, que les propos qui étaient dits sur son réseau par ces harceleurs n'étaient pas justement possibles sur un réseau social. Ils l'ont signalé à la plateforme n'a rien fait. Le harcèlement n'a pas pris fin, voilà. À un moment donné, quand des adultes te signalent qu'une mineure est en train de se faire harceler, la plateforme, en tant qu'hébergeur, a le devoir de mettre en sécurité cette jeune fille. Tout simplement en clôturant le compte des enfants qu'ils harcèlent. Tu fermes les comptes des harcelés, des harceleurs, pas des harcelés, voilà. Un enfant harcelé, tu dois le protéger contre son harceleur. En tant qu'hébergeur, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Pas de l'empêcher à la liberté d'expression, de l'empêcher soit de commettre un crime, soit de commettre un suicide, soit de commettre un attentat terroriste. Au bout d'un moment, il y a des cas où justement une plateforme a un devoir de sécurité envers ses utilisateurs. C'est pas juste Non mais attends, c'est pas des avatars, c'est des êtres humains. Un compte, t'as un être humain derrière. Tu dois assurer sa sécurité en tant qu'hébergeur. Hébergeur. Regardez la loi, ce qu'elle dit sur l'hébergement. Un hébergeur a un devoir de sécurité. Sa responsabilité, c'est si quelqu'un est en danger sur sa plateforme et qu'il ne fait rien. Donc oui, TikTok peut être, par la justice française, punissable, parce qu'au final, il y avait un enfant en danger et qui n'ont rien fait. Et pourtant, ça avait été signalé aussi par des utilisateurs. Donc, quand il y a un signalement qui est fait, faut peut-être aussi que les plateformes s'en préoccupent. Parce que beaucoup avaient signalé que l'INSEE subissait un harcèlement. Ils n'ont pas fait fermer les comptes. Donc voilà, des harceleurs. Là, c'est là la responsabilité qui sont la leur. Hébergeurs. Tu as une responsabilité de sécurité. Quand un propriétaire qui loue devient hébergeur, il a un devoir de sécurité. Si c'est au propriétaire de placer les détecteurs de fumée, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est de sa responsabilité de protéger son locataire. Parce que son locataire est hébergé dans un logement qui appartient à un propriétaire. Un propriétaire est un hébergeur. Donc, techniquement, les plateformes de réseaux sociaux sont des hébergeurs qui ont un devoir de sécurité envers leurs adhérents. Ils n'ont pas contrôlé non plus tout ce que fait leurs utilisateurs, mais quand des signalements disant « quelqu'un d'autre que moi se fait harceler », ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont témoins qu'il y a un harcèlement qui est en train d'être fait. Qu'attend la plateforme? Un suicide? Voilà, au bout d'un moment, oui, c'est leur responsabilité en tant qu'hébergeur d'assurer la sécurité. Plus que la liberté d'expression, voilà.
À un moment donné, la liberté d'expression doit savoir dire stop quand il y a mise en danger de quelqu'un. Ah, mais on peut les condamner pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que tout simplement, l'enfant qui est hébergé, qui est mineur, tu as surtout plus une responsabilité en plus envers les mineurs que les majeurs. Parce qu'un mineur n'est pas un adulte pour savoir réagir à certaines situations. Je leur ai dit IA, 2 lettres, IA. Tu lui mets le comportement d'un enfant suicidaire. Dès qu'il y a un signalement, l'IA va enregistrer tout ce que partage et publie l'enfant et il va identifier si l'enfant est bien suicidaire ou pas. Il faut y mettre tous les états suicidaires d'un enfant mineur, tous les causes possibles d'un harcèlement. Et là, l'IA fait correctement son travail. Elle t'identifie toutes les personnes qui, au final, sont en danger. Parce que tu lui as donné les données pouvant identifier un enfant en danger. Leur modérateur, c'est de l'IA. Leur IA ne sait pas identifier un danger. Il y a des personnes qui peuvent partager des choses sur le suicide par information et d'autres parce qu'ils ont l'intention de se suicider. L'IA est capable de faire la différence entre l'un et l'autre. Ce que l'humain n'est des fois pas capable de faire. Ah, mais les plateformes de réseaux sociaux vont devoir développer l'IA sur leurs modérateurs et leur identification de dangerosité sur certains utilisateurs. Parce que l'IA est capable d'identifier le comportement d'un harceleur et parce que l'IA est capable d'identifier l'état d'un enfant enclin au suicide. L'INSEE, on ne voyait pas qu'elle allait passer à l'acte. Donc, l'INSEE, c'était le harcèlement qui était visible. Les comptes de ces harceleuses auraient dû être clôturés, bannis. Il va falloir bannir les harceleurs, va falloir bannir les pédophiles. Va falloir... Eh oui, il faut bannir des réseaux sociaux tout ce qui peut porter atteinte à l'intégrité du réseau social. Exactement pareil que dans la vraie vie. Le réseau social, c'est de la vraie vie. Sur Internet, par la technologie. Mais ce sont des êtres humains derrière. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des bots. Voilà, il y a beaucoup d'êtres humains. Des êtres humains qui, des fois, doivent être protégés même contre eux-mêmes. TikTok doit savoir mettre une IA, un modérateur, qui, dès qu'en cas de signalement fait par un utilisateur ou par un autre, directement l'IA étudie justement le problème et il va identifier la situation. L'IA décidera de clôturer le compte d'un utilisateur parce que au final, son comportement est un comportement qui harcèle les autres, ce qui est interdit sur TikTok. Donc, si tu as un comportement d'harceleur sur TikTok, l'IA et le modérateur va te supprimer ton compte. Ce qui protège l'enfant harcelé. Faut tout leur dire oui, 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 oui. Ça y est, tu comprends? Voilà, tu te mets à ma place. Je craque. Mon Dieu, je craque. Oui, à ce point. C'est pour ça que je te dis, mais je comprends qui? Je prends ma retraite. T'as récupéré l'héritage, je prends ma retraite, démerde-toi avec ton espèce. Je comprends pourquoi. Au bout du rouleau, ils l'ont poussé au bout du rouleau. S'occupe quand même du paradis et des enfers, hein. Il s'occupe quand même des jugements. Il est dans la salle des jugements, lui. Il s'occupe des morts. Mais il m'a dit les vivants, je te les laisse, démerde-toi avec. Il en peut plus. Et c'est pour ça qu'il fallait une humaine pour accomplir la mission. Lui pouvait pas le faire. Lilith sous forme humaine le peut. Putain, ça craint, c'est tombé sur moi.
Ouais, mais non, ça me fait rire. De toute façon, ça m'est tombé dessus, hein. T'as soufflé sur le berceau. Je suis maudite de la naissance. Ouais, graciée, maudite. Je sais pas trop. Des fois, je me demande. Un peu des deux, peut-être. Non, mais faire comprendre un hébergeur. Hébergement. Quand tu héberges quelqu'un à titre gratuit chez toi, il est sous ta responsabilité, mais sécuritaire. Tu dois assurer sa sécurité comme tu assures la tienne. Mais par contre, voilà. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Parce que tout le monde me dit, oui, mais on peut rien faire contre un hébergeur. J'aurais dit, mais un hébergeur, c'est quoi? Tu héberges. Quand tu héberges, tu as toujours un devoir de sécurité. Oui. Eh ben voilà. Donc un hébergeur, c'est pas je me décharge chaque fois qu'il y a un suicide, chaque fois qu'il y a un problème. Tu as un devoir de sécurité. Si t'as pas su régler le problème sur ton réseau social, ça veut dire que tu es responsable. L'hébergeur est responsable des personnes qui l'hébergent. C'est logique. Donc les réseaux sociaux à vouloir se dédouaner de tout, au bout d'un moment, ils mettent une IA avec un routeur qui fonctionne, et peut-être qu'au final, les choses seraient réglées d'elles-mêmes et il n'y aurait pas de poursuite. Tu es responsable de ton hébergement. Si des gens doivent s'inscrire pour être sur ton réseau social, c'est comme s'ils payaient un loyer. Il y en a certains, même ils payent pour être sur les réseaux sociaux. C'est comme s'ils payaient un loyer. C'est comme si tu étais hébergeur à titre gratuit pour certains et à titre payant contre un loyer pour d'autres. C'est comme si c'était une maison où tu pouvais avoir ton compte. Voilà. C'est comme si Oui, mais ça, ils le comprennent pas. Hébergeur, tu as une responsabilité sécuritaire. Tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe sur ton réseau social. Mais si un enfant meurt parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, soit signaler déjà qu'il est suicidaire, même qu'il t'a bloqué son compte, ou quand c'est des personnes qui sont harceleurs, qui font des menaces, tu coupes les comptes. Ils arrêteront de menacer, ils arrêteront de harceler. Parce qu'en plus, si tu les bannis, ils peuvent plus recréer un nouveau compte. Chaque nouveau compte que tu crées est supprimé. Voilà, ça t'apprendra peut-être à ne pas harceler, à ne pas menacer, à ne pas, au final, foutre la merde sur le réseau social. Parce qu'au final, ils se disent, réseau social, c'est virtuel. C'est virtuel, mais c'est réel. C'est des êtres humains derrière des comptes. C'est exactement comme si tu étais dans la vie réelle. Il n'y a rien qui change. Les lois qui s'appliquent à notre société hors Internet s'appliquent de la même manière sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est des humains que tu mets en contact. Si un humain que tu mets en contact n'est pas capable d'avoir le bon comportement, la bonne attitude, c'est à toi de supprimer son compte. C'est toi l'hébergeur. Tu as un devoir de sécurité envers tous les autres. Il y en a un qui pose problème, tu l'élimines. Plus de compte, il posera plus de problème. Tous ceux qui resteront et qui posent pas de problème pourront au moins être sur ton réseau social tranquillement. Et à force de virer et de bannir tous ceux qui posent problème sur les réseaux sociaux, eh ben au final, il y aura un réseau social où il y aura plus personne qui posera de problème. Puisque ceux qui viendront foutre la merde seront invincés. Voilà. C'est pas compliqué, hein.